courserie de l'écrivain. Cette vidéo n'était pas prévue parce que, à l'origine, les contes des royaumes de Sarah Pinborough, donc Poison, Charme et Beauté, la trilogie complète chez Milady, je voulais qu'elle fasse partie d'un 7 jours 7 livres où j'aurais lu des livres fantasy, jeunesse ou young adulte. Là, je pense qu'on est dans le young adulte plutôt proche de la majorité, on va dire, parce que j'ai lu le premier bouquin, Poison, qui est une réécriture de Blanche-Neige, et je peux vous assurer qu'il y a une scène ou deux de smut. C'est pas non plus ultra graphique, mais il y a des scènes de sexe qui sont plutôt explicites, ce qui faisait que je comprends en fait que ce soit chez Milady. Donc Milady, ça appartient à Brajlon. On est sur une traduction de l'anglais de Frédéric Lebert. Ça a été publié à l'origine par Gollands, je ne saurais pas le dire, en 2013, les trois, et par Brajlon en 2014. Donc, alors, à titre personnel, je ne suis pas une grande fan du côté très brillant comme ça, et pas que parce que vous voyez mon écran à l'intérieur, mais je ne suis pas fan de ce qui brille, perso. Après, c'est pas ultra gênant non plus. Les photographies couverture, c'est du Shutterstock, donc c'est du potentiellement libre de droit ou libre d'utilisation. On est donc dans la réécriture des contes de Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Je sais qu'il y en a beaucoup en fait de réécriture de contes ces temps-ci. Je trouve que je commence un peu à saturer, à en voir en fait sur des réseaux. Pourtant j'adore ça, hein. J'adore les réécritures de contes ou de mythologie ou de légendes. J'aime beaucoup ça, mais à titre perso, je commence un peu à saturer à en entendre parler. Mais bref, ce bouquin-là, ça doit faire peut-être 1 an ou 2, je pense qu'il est dans ma bibliothèque. Et j'étais un peu réticente en fait, parce que l'histoire de ce livre et moi, c'est qu'il m'a été recommandé par une nana, par une copine où on est en fait sur le même groupe Discord de lecteurs. C'est une grande fan de Once Upon a Time et en fait elle m'avait conseillé ce livre-là. Moi je m'étais dit, en voyant le truc, le quatrième de couverture aussi, le résumé, c'est « Rappelez-vous les princesses en péril, les courageux princes, les pommes empoisonnées, les balles enchantées, les fuseaux ensorcelés. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans les véritables histoires telles qu'elles n'ont jamais été révélées. » Et si vous voulez, ça me donnait vraiment une impression de truc très ado. Après, j'ai bien aimé Percy Jackson, par exemple. Mais Percy Jackson, je savais que c'était de la jeunesse. Et là, j'ai eu un peu peur que ce soit un peu tarte. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que je n'ai lu que le premier bouquin pour le moment, Poison, donc qui est sur Blanche-Neige. Et je pense qu'il faut que vous ayez à la fois en tête le conte Blanche-Neige, mais aussi, pourquoi pas, le Disney. Sachant que les Disney, de manière générale, ils ont vachement édulcoré les contes. Et vous les avez en tête, vous partez un petit peu sans trop d'a priori, contrairement à moi. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise. Parce que, oui, on est sur l'histoire de Blanche-Neige, effectivement. Mais là où Sarah Pinborough, elle reste quand même dans le respect du conte, parce qu'on a les codes. On a les codes du conte avec une princesse, avec la belle-mère, on a les 7 nains, on a le prince, on a la quête du prince, on a le chasseur. On a les personnages qui existaient dans ce conte à l'origine. On a les lieux comme le château, la forêt, les mines, on en entend parler, mais on n'y est pas. On a la maison des nains, etc. Donc on a ces lieux qui sont connus. On a les personnages, mais qui ont de la chair. Parce que souvent, les personnages de contes, et c'est leur fonction, ce sont des personnages qui sont archétypaux.
Blanche-Neige, par exemple, on va dire qu'elle brille pas par son action. C'est pas un personnage qui est actif du tout. Et le prince, il avait de mémoire, surtout dans le Disney, il avait à peu près zéro personnalité. Alors que la princesse, elle est belle et elle est gentille. Vous voyez, et elle s'occupe des nains, et elle leur fait à manger, elle leur fait la lessive. Et bon, Blanche-Neige de Disney, 1937. À destination de qui? De petites filles sans doute de primaire, qui vont devenir de bonnes ménagères d'ici quelques années. Je grossis le trait, mais 1937, ma grand-mère, elle aurait pu le voir. Et c'est assez logique que Blanche-Neige de cette année-là soit ça. Mais bref, ici, cette Blanche-Neige-là, eh ben c'est pas ça du tout. Parce que je le pose, il est lourd, c'est une princesse qui a du caractère, qui est décrite comme étant très belle, qui est décrite comme étant très aimée du peuple aussi, mais parce qu'elle est gentille. Et elle n'est pas tarte, hein. Elle n'est pas du tout tarte, elle est gentille, elle aide les gens, elle le fait gracieusement, on va dire. Elle ne le fait pas dans l'attente d'être appréciée derrière. On en apprend plus sur son père aussi, à Blanche-Neige, qui, je ne vais pas vous le dire, mais la nature de son père, ça va vous surprendre. Rien que ça, déjà, cette nature-là va vous surprendre. Il y a la belle-mère, et la belle-mère, elle est autre chose que la marâtre. Et les raisons de sa jalousie sont expliquées. C'est très, très logique, au final, c'est très cohérent avec ce qu'on peut imaginer. Là-dessus, vous n'allez pas être très surpris. Mais oui, grosso modo, on est sur une jeune fille, parce qu'elle est jeune aussi, sa belle-mère, dans l'histoire. Une jeune fille qui a été mariée en secondes noces au père de Blanche-Neige. C'est pas un mariage d'amour, bien que son mari la respecte, etc. Et il y a le côté quand même un peu witchy, un peu sorcière. Elle collectionne des objets, peut-être un miroir magique, je ne sais pas. Mais elle a un côté un petit peu sulfureux sur ce plan-là, parce que elle collectionne des objets qui ont l'air quand même un petit peu dangereux. Des trucs dont on se méfierait, vous voyez, si on était dans la pièce. Et ça, c'est le démarrage de l'histoire. Avec une princesse qui sort quand même un peu de l'ordinaire, qui est plutôt grande gueule, qui vit sa vie, qui monte comme un homme sur son cheval, donc part en Amazone, qui porte pas forcément des robes, mais qui a le côté tellement naturel, tellement vivant en fait, que c'est ce qui attire les gens. C'est ce qui attire le monde. Et je trouvais ça vachement bien. C'est un côté très vivant en fait, de quelque chose de pas figé. On s'éloigne du côté un peu figé du conte, même si c'est un peu con de dire qu'un conte est figé, parce que non, il y a tellement de versions du conte que le conte, il est très mouvant comme les mythes. Mais on s'éloigne du personnage un peu bien dans sa petite délimitation d'archétype de princesse, demoiselle en détresse, etc. Et elle se rapproche un petit peu de la Blanche-Neige de Once Upon a Time, qui vivait dans les bois et qui savait se démerder toute seule en fait. Pas quand elle est en colère. Je parle de la Blanche-Neige de Once Upon a Time. Mais la Blanche-Neige en fait qui est aimée de tout le monde, mais qui à la fois qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, et puis qui sait se défendre et qui n'a pas peur. Et c'est vachement intéressant. Et là-dessus, ça va être pas évident du tout de pouvoir vous résumer le livre, sachant que au début j'ai cru que ça allait être 3 one-shots, donc 3 réécritures de contes, on va dire dans le même univers de contes, mais en fait non. Là on est clairement dans 3 réécritures de contes, mais une histoire qui se suit, avec des personnages qui vont aller
voyager d'un conte à l'autre. Et il y a tout un travail sur les identités des personnages, particulièrement la belle-mère de Blanche-Neige, qui s'appelle Lilith. Lilith comme la première femme qui était là avant Ève et qui est l'égale d'Adam et qui ne voulait pas se soumettre à Adam. Et Adam n'en avait pas voulu du coup. Lilith, la mère des démons dans la tradition chrétienne. Peut-être dans d'autres traditions aussi, je sais plus, là je dis ça comme ça. Et je pense qu'il va y avoir vraiment des personnages qui vont glisser d'un conte à l'autre. Je suis même à me demander en fait si là, le deuxième, on va être sur Cendrillon. Je sais pas comment elle va lier les deux contes parce que on n'a pas eu Blanche-Neige et le prince se marient, vivent heureux et eurent, et enfin ils ont tout un tas d'enfants. Donc je sais pas comment elle va lier tout ça, mais j'aime beaucoup que tout soit mélangé, que l'histoire se poursuive et que ça glisse en fait d'un conte à l'autre. Je saurais pas mieux le dire. Et je pense que ça va être une chienlit à résumer ensuite quand j'aurai lu les livres suivants. Après, vous voyez, on est sur des bouquins qui sont très courts parce que le livre, l'intégrale en elle-même, elle fait même pas 550 pages. Le premier livre, on est sur... Ouais, elle est un peu moins de 180 pages. Il y a une très jolie langue. J'ai envie de vous lire un petit bout parce que j'ai mis un post-it. Les yeux du chasseur allaient de l'un à l'autre. Malgré le haume qui dissimulait une partie des traits du capitaine de la reine, il vit que les deux hommes avaient les mêmes yeux et le même menton. Le chef du détachement des gardes noirs conserva son attitude pleine de morgue et de défi. Mais le chasseur sut qu'il allait rester debout. Les portes s'ouvrirent et les gardes de la reine le firent avancer, les hommes du roi demeurant à l'extérieur. En passant, le chasseur fit un signe de tête à l'intention de Jérémia. Il ne reçut aucune réponse, mais le chasseur n'attendait rien de tel. Il avait seulement estimé qu'un remerciement s'imposait. Il avait désormais une dette envers cet homme, tout comme il devait une vie au cerf blanc. La cité bouillonnait de vie et d'énergie. Il en allait de même dans tous les royaumes, une fois franchi l'enceinte des châteaux. Partout, des marchands poussaient leurs charrois chargés de tissus, de légumes et de fruits. Des ruelles adjacentes montaient les bruits du labeur humain, comme le martèlement des forgerons travaillant le minerai. Des enfants couraient entre les jambes des adultes, ignorant les cris et les réprimandes, et riaient tous leurs sous en jouant à se pourchasser. À première vue, cette cité n'était guère différente de celle du royaume du chasseur. Pas étonnant que son père ait toujours secoué la tête, en riant doucement chaque fois qu'arrivaient de nouveaux récits de bataille. Leurs rois respectifs avaient beau se faire la guerre, un chasseur pouvait toujours parler à un autre chasseur, et un boulanger à un autre boulanger, quelles que soient les bannières des royaumes dans lesquels ils vivaient. Le chasseur avançait d'un pas lourd, et là, au milieu de la chaussée, encadré par son escorte qui ne se préoccupait pas de ceux qui se trouvaient sur son chemin. De toute manière, on s'écartait bien vite devant eux, et les conversations et les rires s'interrompaient à leur passage. Un homme cracha au visage du chasseur. Le liquide, chaud et visqueux, rendu aigre par le tabac, piqua la coupure sur sa joue. Pourtant, ce kidam ignorait le crime dont il avait pu se rendre coupable, et même s'il avait commis quelque chose de répréhensible. En reculant, l'homme chercha du regard l'approbation des soldats, puis leva les yeux au ciel. Le tressautement d'un coin de sa bouche trahissait sa terreur. Je voulais vous lire en fait ce passage en particulier parce que déjà il dit pas grand chose de l'intrigue, mais attendez-vous vraiment, désolé, c'est un mini spoil sur la manière dont vous allez aborder sans doute le bouquin, mais vous allez être surpris au niveau de l'intrigue et au niveau des personnages. Et je trouve que l'autrice, elle arrive vraiment à mettre tout son petit
world building, ce qui se passe autour, à faire vivre cette ville là où le chasseur arrive escorté par les gardes de la reine et du roi. Tout ça, ça vit autour. C'est pas quelque chose de figé. On est vraiment sur un décor médiéval, sans doute très fantasmé évidemment, mais on est sur un décor médiéval. On touche au réalisme, on touche au plausible, on va dire. On n'est pas dans le côté très éthéré des lieux dans les contes où c'est un château de verre qui est magnifique, qui luit comme le cristal dès que le rayon de la lune se touche la pointe du clocher, vous voyez. On est vraiment sur une ville qui est crado, il y a de la boue dedans, il y a des gens qui crachent au visage du chasseur et c'est... ça apporte du réalisme tout simplement. Ça apporte de la plausibilité, ça rend vivant tout ça et je trouve que c'est très bien amené. Je fais un petit point sur le smut parce que je pense que je conseillerais la lecture à partir de 16 ans, pas forcément avant. C'est rien de très bouleversant, on va dire, au niveau du smut, donc de la scène d'un acte sexuel, mais c'est pas juste nommé. Dans le premier roman, là, j'en ai lu une qui est décrite. Une deuxième ou pas? Non, je crois qu'il n'y en a qu'une qui est décrite. Mais il y a un côté assez charnel. Ça va pas être non plus dans l'évocation un peu constante, entre guillemets, du désir des personnages. On n'est pas là-dedans. On est plus dans... ils ont envie de le faire, donc ils le font, quoi. On n'est pas sur entretenir un peu la flamme sur des kilomètres et des kilomètres de chapitres, le truc un peu chiant. Le slow burn, j'aime bien quand il est bien fait. Mais voilà, on n'est pas là-dedans. Donc j'ai hâte de lire la suite, parce que après c'est Cendrillon, et ensuite c'est La Belle au bois dormant. Je vous mettrai les couvertures des autres. Je pense que je vous mettrai aussi les couvertures des versions anglaises ou américaines. Je suis pas très fan. Il y a un petit peu d'illustration à l'intérieur aussi, mais vous voyez, c'est ce type d'illustration. Hein. C'est juste un petit peu de... quelques arbres, en gros. Il n'y a pas de portrait. Ah, si, je dis des bêtises. Il y a ce genre de portrait avant les chapitres. Sinon, lisez Accord conclu de Sarah Fay. Donc voilà, je m'arrête là. À tout de suite pour la suite sur Cendrillon et après pour La Belle au bois dormant. Et franchement, très contente. Je trouve que c'est une très belle découverte. Salut! Et salut! Alors le premier segment vidéo avait été tourné le 30 août, là je tourne le mardi 10 décembre. Avec un coup de bol, je finis le 3e bouquin aujourd'hui. Mais clairement, faut pas que je laisse patienter une saga 3 mois parce que je me souviens plus de tout. Donc si mon enthousiasme a un petit peu descendu pour Cendrillon, sur certains points, c'est pas que de la faute du bouquin ni de l'autrice. J'ai lu donc ces derniers jours Charme, donc le 2e tome de Poison Charme Beauté, les contes des royaumes, de Sarah Pinborough, qui est consacré à Cendrillon. Je vous avais dit que à la fin du premier, ça pouvait pas finir comme ça et que c'était pas des one shots. C'est comme ça que j'avais découvert que c'était pas des one shots, parce qu'on a un personnage, plutôt un personnage principal du premier bouquin, qui se retrouve dans un grand danger et on peut se demander un peu ce qui va lui arriver. Et effectivement, c'est un personnage qu'on trouve dans le deuxième livre. Et je vais reposer parce que c'est long. C'est possible que des chatons traversent l'écran parce que là, ils sont sous cocaïne. Mais non, c'est pas vrai. Hein. Ils sont avant la sieste de midi. Mais donc... Cendrillon, le truc que je trouve très intéressant dans le traitement des personnages de contes, c'est que les Disney, on peut complètement oublier. Cendrillon, le truc que je trouve très bien, c'est que l'autrice, elle a rajouté vachement de traits de caractère qui vont totalement avec sa situation.
c'est quand même la boniche de sa famille. Et elle n'est pas dans cette espèce de docilité qu'il y a dans le conte, ou même plutôt dans le Disney. Elle n'est pas que à subir ça. On n'explique pas trop pourquoi elle est à cette place. Pourquoi elle... Je suppose en fait, c'est que sa belle-mère et les deux filles étaient mariées à un comte. Donc sa belle-mère, je crois que c'était quand même quelqu'un plus ou moins du peuple, elle s'est mariée à un aristocrate, à un noble, et ce qui fait qu'elle a accédé à ce statut de noble. Et ses filles sont nobles. Donc il y avait un certain niveau d'éducation, un certain niveau de richesse, etc. Et par contre, elle l'aimait pas. Elle était mariée avec un vieux barbon. Et elle est tombée amoureuse du papa de Cendrillon, qui, je pense, était veuf, j'ai oublié. Mais c'est vraiment une union d'amour. Sauf que le père de Cendrillon, c'est un gars qui avait un journal, qui a capoté. C'était un imprimeur, en gros. Et, enfin, pas que, mais il écrivait son journal. Ça a capoté, et ce qui fait que la femme du père de Cendrillon, la belle-mère, Esmée, au niveau statut social, elle s'est vraiment bien cassé la figure. Et elle essaye de maintenir, en fait, un semblant de niveau de vie pour elle et ses filles. Le père n'est pas en capacité de maintenir le train de vie, ce train de vie-là, pour sa femme et pour ses belles-filles. Et il y a un truc qui est assez paradoxal, mais c'est bien foutu. C'est que on se retrouve donc avec Cendrillon qui fait la boniche et tout ça. Mais Cendrillon a fait la boniche et tout ça parce que quelque part elle l'aime bien. Elle a un peu la place de fer d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. En fait, personne n'est foutu de nourrir la famille, de ramener à manger et tout ça. Ou de faire le ménage, etc. Du coup, Fer s'est emparé un peu de ça. Bon, c'est un peu plus complexe du côté de Fer. Mon Dieu, je suis en train de dire que c'est complexe un Sarah J. Maas. C'est pas gentil. Si vous voulez, Cendrillon a s'y est collé, mais c'est pas spécialement une obligation non plus. Par contre, la manière dont sont présentées d'abord la belle-mère Esmée et Rose, une des deux filles, parce que Ivy, la deuxième belle-sœur de Cendrillon, s'est mariée à un comte. Donc, quelque part, il y a un peu de prestige qui revient sur cette famille. La belle-mère, elle a cette ambition-là aussi pour sa fille, de la marier à quelqu'un de noble. Vous entendez beaucoup de bruit, hein, ils sont surexcités. Mais Rose, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par le fait de rencontrer le grand amour, etc. Elle est un petit peu empotée, elle est jolie, mais sans plus. C'est Lily, je crois, qui vient de passer. Basile est là. Oh putain. Ils font du parcours. Oh putain. Et ça, c'était Lily. Bref, c'est la guerre. Rose et Cendrillon sont vachement différentes l'une de l'autre. Parce que Cendrillon, elle fait les choses parce qu'il faut les faire. Elle fait les choses parce que sinon personne ne le fait. Et quelque part, il y a une espèce d'harmonie un peu disharmonique dans cette famille. Parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, mais il y a de la jalousie. Parce que Cendrillon, elle est super jalouse. Elle s'étouffe de jalousie quasiment parce que Rose n'a pas le même traitement qu'elle, parce que Cendrillon a fait le ménage toute la journée, parce que c'est la seule à essayer de se préoccuper à comment est-ce qu'ils vont se nourrir, parce qu'ils en sont là. Ils en sont à avoir du mal à se chauffer, à avoir du mal à se nourrir, etc. Et en fait, Cendrillon, elle est hyper jalouse. Et je me dis, c'est vachement cohérent avec sa situation, c'est top. Et Cendrillon aussi, c'est une jeune fille qui rêve beaucoup. Elle rêve beaucoup à l'amour, trouver l'amour, trouver un bel homme, un beau prince, etc., devenir une princesse. Elle rêve beaucoup à tout ça. Et c'est à la fois une femme, enfin une jeune fille qui est pleine de désirs, complètement assumée. Hein. Donc il y a Bouton qui est un... Je me demande si c'est pas un personnage de conte, ce gars-là, Bouton. Je le trouve vachement intéressant.
Bouton, c'est un serviteur du château du roi, qui en fait de temps en temps va piquer un petit peu de trucs au château et il va distribuer un jambon, un pain, un peu de charbon à droite à gauche dans les maisons qu'il visite, parce que je crois bien c'est un messager du roi, et qui est assez entre guillemets populaire. Il rentre partout en fait, si vous voulez. Il rentre partout parce qu'il est charmant, il a de la gouaille, puis il rend service à plein de monde. Et en fait, Cendrillon, quelque part, elle a des rapports avec ce bouton. C'est charnel, ça va pas, ça va quelque part jusqu'au bout, mais quelque part seulement. Je vous fais pas de dessin. Et si vous voulez, c'est pas un couple. C'est un gars et une fille qui sont adultes et qui s'amusent. Et je trouve ça très cool de parler de ce genre de relation aussi. Il y a un côté très, très libérateur par rapport au conte habituel. Et un moment, il y a le prince qui se décide à se marier. Donc il fait le bal et compagnie. Et en fait, là, la jalousie de Cendrillon va atteindre des summums, parce que elle voudrait y aller aussi, sauf que on la lui refuse. Mais je pense que Esmée refuse que Cendrillon qu'elle aille à ce bal, parce que Cendrillon, elle est juste époustouflante au niveau de la beauté. Elle est naturellement gracieuse, elle a plein de qualités qui font qu'elle va éclipser Rose. Et donc le bal se fait, compagnie. Cendrillon, elle s'étouffe de jalousie, et elle est vache même, hein. Mais la belle-mère est vache aussi avec elle, des fois. Il y a, si vous voulez, on sent qu'il y a un espèce de ressentiment qui fait que ils sont pas très cordiaux, les rapports entre Cendrillon et sa belle-mère. Et bref, le bal se fait, et là il y a une fée bleue, il y a un peu l'équivalent de la fée bleue qui arrive, que vous allez reconnaître, parce que c'est Lilith. C'est Lilith qui arrive et qui accorde en fait les 3 espèces de vœux matérialisés par 3 coquilles de noix pour Cendrillon. Les pantoufles de diamant, c'est pas des pantoufles de verre, c'est des pantoufles de diamant. Ça doit pas être super confort. Et en fait, les pantoufles de diamant ont le pouvoir de rendre Cendrillon encore plus attractive. On n'est pas sur du désir, hein, mais faire tomber amoureux, donner l'illusion de l'amour, si vous voulez. Et donc elle est trop contente, elle y va, etc. Elle rencontre son prince. Évidemment, Cendrillon, elle éclipse tout le monde, c'est magnifique. Mais est-ce que quelque part, l'objet magique, il n'y a pas le côté pervers de quand il est plus porté, la magie disparaît. Totalement. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, parce que donc il va se produire pas mal de choses. Ça va devenir sérieux avec le prince, mais la marraine l'a fait, donc Lilith, qui était la belle-mère de Blanche-Neige, donne une mission à Cendrillon, qui est d'explorer tout le château du prince, du roi, donc le prince qu'elle va épouser, et de trouver un objet magique. Sans plus d'indications que ça, à part que quand tu le verras, tu sauras que c'est ça. Ok. Donc elle y va, elle explore, et en fait elle doit à chaque fois rendre compte de ce qu'elle a cherché, de ce qu'elle a trouvé ou pas au chasseur. Donc le chasseur, personnage du premier conte, donc de Blanche-Neige. Le chasseur a là aussi une relation particulière avec Lilith, parce que Lilith l'a maudit. J'en dis pas plus. Et en fait, on sent que Cendrillon, elle a un peu faim. Et on sent que l'enthousiasme qu'elle avait pour le prince est un petit peu en train de retomber comme un soufflet, parce que le prince, il a plus l'air si amoureux que ça. Objet magique. L'objet magique n'est pas porté. Et à un moment, elle est complètement paumée. Elle est triste même, parce que
Elle avait imaginé tout ça, elle se dit, moi je retournerais bien chez moi à rêver de mon prince, j'étais mieux qu'ici, etc. Et quelque part, elle m'a fait un peu mal au cœur, quoi, parce que on sent la désillusion. Et on sent aussi l'attraction avec un autre homme. Je vais pas en dire beaucoup plus. Quelque part, je suis un peu frustrée par rapport à ces livres-là, et je pense que j'ai identifié le truc, c'est que c'est assez court, et comme c'est court, on n'a pas le temps, tant que ça, le temps de développer quelque chose, c'est évident, c'est pas grave. Et je pense que c'est vraiment des livres qu'on peut conseiller à des petits lecteurs, entre guillemets, enfin, c'est pas gentil de dire ça, mais à des personnes qui n'ont pas lu encore de fantasy, qui veulent trouver quelque chose qui n'est pas trop compliqué autour du world building, par exemple. Euh, c'est tout à fait pour eux. Et moi, si j'avais pas d'attente, si vous voulez, sur le premier roman, j'ai été satisfaite, et quelque part, j'en attendais plus au second. Mais en fait, j'attendais quelque chose que le livre ne va pas me donner parce que, enfin, ces bouquins-là, ils sont pas très épais. Ce qui fait il y a peut-être l'impression que des fois ça va un petit peu vite. Là oui, on s'ennuie pas parce que il n'y a pas tant que ça. Il y a un petit peu d'action, mais il n'y a pas tant que ça de succession d'actions, si vous voulez. Euh, et vu que c'est pas très épais, c'est pas ultra développé non plus au niveau du world building. On reste du coup collé à quelque chose autour du conte, parce que il y a la route des trolls, il y a les justices expéditives, une esthétique un peu médiévalisante, etc. Mais j'ai envie de plus. J'ai envie de plus. C'est pas grave de pas avoir plus, hein. C'est pas grave. C'est pas. Je crois que je souhaitais que ce livre ait une ambition plus grande, sauf que ce livre n'a pas cette ambition-là. Ce livre a l'ambition, je pense, d'être lu un peu par tout le monde, par un tout public. Tout public, c'est vraiment tout le monde, autant quelqu'un qui ne lit pas beaucoup dans l'année, qui ne lit pas beaucoup, que quelqu'un qui lit vachement. Et je suis pas si déçue que ça. C'est très agréable à lire, c'est divertissant, ça change des contes, c'est pas chiant, ça fait ça peut ressortir un peu son épingle du jeu de toutes ces réécritures de contes. Comme je vous avais dit, j'ai revisionné la première vidéo où ça me saturait un peu parce qu'il y en avait trop, donc ça me saoulait. Ça tire son épingle du jeu, il y a une vraie identité, mais j'attendais un petit truc de plus que j'aurais pu se retrouver dans un ouvrage de fantasy. Là, on n'est pas tout à fait ça. Milady, pour moi, c'est plutôt de l'urban fantasy ou de la romance, donc on n'est pas là-dedans. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc faut que je resserre un peu mes attentes autour de ce qu'est ce bouquin-là pour mieux l'apprécier. Et j'ai l'impression qu'on a un espèce aussi de le passage d'un livre à l'autre. C'est comme un espèce de passage de relais. Quelque part, je trouve ça un peu artificiel. Mais je pense que, en fait, je vois un peu les ficelles de l'autrice qui s'est dit, j'ai envie de parler de Blanche-Neige, de Cendrillon et de La Belle au Bois dormant. Comment je fais tout ça? Donc je fais tout ça dans un même univers. Mais comment je lis les histoires? Bah, il y a des personnages qui passent d'un conte à l'autre. Et là, par exemple, Cendrillon et la personne avec qui elle est partie à la fin, je pense qu'on va pas les revoir. C'est pas grave. Mais moi, j'aimais bien. J'aimais bien, parce que c'était vraiment des caractères qui étaient. Des personnages qui étaient authentiques. Euh, on refinit en fait quelque part là, dans ce bouquin-là, on finit sur Blanche-Neige, qui était dans son cercueil. Et je crois que Blanche-Neige va être le lien avec la Belle au Bois dormant. Parce qu'il y a le caractère commun d'être endormi. Donc on va voir ce que ça peut donner. Je m'arrête là. Peut-être à ce soir si j'arrive à tout lire d'un coup et comme ça vous me verrez demain matin. Sinon ce sera un peu plus tard, ce sera pas bien grave. Salut. Recoucou, nous sommes... Eh, j'ai fini beauté. On était mardi 10 décembre. Donc j'ai officiellement lu un livre en un jour, sachant que j'avais fini Charme ce matin. Mais bon, là je tourne, on est le mercredi 11 décembre.
Donc j'ai fini le dernier bouquin de beauté. Et beauté, contrairement aux autres livres, j'ai l'impression qu'il va mêler un peu plus de contes, de matière que les deux premiers. Parce que Charme, on était très centré sur un même endroit, en fait, sur Cendrillon et sur le château où Cendrillon doit épouser en fait le prince. Et Beauté, on a pas mal de petits groupes de personnages qui vont se réunir à un moment. Et ça brasse pas mal de contes différents. J'ai l'impression d'une plus grande richesse quelque part. Je dis pas que c'est une qualité pour Beauté et que c'est un défaut pour les autres. Mais on a en gros Beauté, donc ça va parler de La Belle au bois dormant. Parce que on a un prince en fait qui, qui est décadent, qui passe son temps à picoler et à coucher avec des filles, hein, à rentrer bourré et couvert de taches de vin, ça fait pas très sérieux quand même. Et du coup, les parents en fait de ce prince-là se disent, quand même, Choupinou, il n'est pas bien sérieux, il faut qu'il aille à l'aventure. Ça va l'occuper, ça va le rendre responsable. Et il y a une histoire en fait, je trouve ça exceptionnel. Il y a les contes sont eux-mêmes des contes dans cette histoire. Parce qu'il y a deux histoires qui vont circuler, en fait, qui sont des histoires qui se racontent. C'est une princesse prisonnière d'une tour, avec une sorcière. Coucou réponse. Et aussi tout un château et une ville endormie, enfermée par une forêt inextricable. Coucou la belle au bois dormant. Et quelque part, en fait, ces contes-là sont liés, et ces contes-là sont liés à d'autres contes aussi, d'autres personnages de contes. Euh, on va retrouver donc, le prince va vraiment aller dans la ville endormie avec plusieurs personnes. Le chasseur, je pense pas que ce soit le même chasseur que celui d'avant. Ça a pas l'air. C'est un chasseur, c'est le chasseur, mais c'est pas le même. J'en suis à peu près sûre. On a le chasseur, on a Petra. Petra, qui est une jeune fille qui allait apporter à manger à sa grand-mère qui vit en bordure de forêt, isolée du village, et dont le poulailler se fait régulièrement attaquer par des loups. Et Petra, eh bien vous savez pas quoi? Elle a une cape rouge. Ça vous dit quelque chose? Donc nous avons le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge qui, assez régulièrement, répond au hurlement d'un loup. En fait, la maison de la grand-mère de Petra, c'est pas si loin que ça de cette forêt inextricable où il y a des loups, et il y a un loup en particulier qui pleure, en fait, qui crie. Elle lui répond, et en fait, il lui répond derrière. Et quelque chose se fait dans son imaginaire autour de ce cri, en fait. Elle dit, est-ce que c'est un loup? Est-ce que... Enfin, ça a quand même des accents humains, c'est étrange. Donc nous avons donc le prince qui va partir, mais papa-maman ont dit au chasseur de bien surveiller le prince parce qu'il ne faut pas qu'il lui arrive des bricoles. Il faut qu'il revienne vivant, à peu près en un seul morceau, et responsable. Ça fait beaucoup de trucs. Bon, le prince n'est pas non plus un total benet, enfin il n'est pas complètement con non plus. Euh, un petit peu, mais pas trop. Non, mais non, le prince, il est pas bête. Il est pas bête, il est pas forcément... Il est pas lâche non plus. C'est le mec normal, le prince, sauf qu'il picole un peu trop. Enfin, il picolait un peu trop. Et justement, le fait de partir dans cette aventure, de peut-être trouver un 10e royaume, ce qui m'a un petit peu agacée. Alors, soit j'ai un trou de mémoire, ce qui est fort possible parce que j'ai lu Poison au mois d'août, mais on n'en a pas entendu parler dans Charme, soit ça n'a pas été écrit avant, et je trouve que, vous voyez, pour le bouquin précédent, pour Charme, j'avais dit, c'est dommage, je manque de world building.
Et là, en fait, dans Beauté, j'apprends que dans cet univers, il y a 9 royaumes qui sont en guerre les uns contre les autres. Et peut-être que ce royaume, entouré d'une forêt inextricable, serait un 10e royaume. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas me le dire avant. Parce que, bon, on l'apprend au début de Beauté, mais j'ai un peu levé les yeux au ciel. C'est fort possible que j'ai zappé l'information qui était dans Poison. C'est possible. Pour ça, je suis en train de me dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits défauts dans ces livres-là, qui sont pas gravissimes, hein, mais bon, moi je suis tatillonne. Je suis tatillonne, je pense. Et donc, le prince, il est super motivé pour aller faire son aventure et tout ça, avec le chasseur qui est très sérieux, très loyal et compagnie. Le chasseur qui est surtout en train de se dire, oh, j'ai pas super envie d'y aller, j'ai pas super envie d'aller avec un prince, aller voir le gratin, tout ça, ça me gonfle un peu. Moi, je suis bien dans les bois. Mais il y va quand même. Je pose le bouquin, il est lourd. Et ils embarquent Petra, parce que Petra, Petra, elle leur a pas dit qu'elle entendait un loup et qu'elle parlait peut-être avec un loup. Mais Petra, elle y va pour cette raison-là. Donc, ils réussissent à traverser la forêt, où en gros, dès qu'ils taillent dedans et qu'ils avancent d'un mètre, ça se referme derrière eux. Et il trouve effectivement une ville, un château où tout le monde dort. Tout le monde est chaud, les gens respirent, mais les gens sont endormis. Je trouve après qu'il y avait peut-être des petites incohérences. Ils se dorment depuis peut-être 100 ans. C'est ce qui se dit en fait dans le conte. Et la petite incohérence, c'est qu'à un moment, ils trouvent le squelette d'une femme qui a été poignardée. Donc une femme qui a sans doute été poignardée 100 ans auparavant, qui du coup, elle, s'est désintégrée. Normal. Si tous les autres sont pris dans le sortilège, en fait, qui a endormi tout, il y a un corps qui a été désintégré. Mais la bouffe, pourquoi la nourriture s'est conservée également? Je trouve pas ça ultra cohérent. Parce qu'en même temps, enfin, on arrive quelque part dans quelque chose qui a été figé, mais pourquoi le cadavre de la personne n'a pas été figé aussi? Parce que là, c'est pas que les hommes qui dorment, hein. C'est les hommes, c'est les animaux qui dorment aussi. Il y a tous les chiens, les chevaux, tout ça roupille. Elle donne même des petits exemples aussi comme ça qui semblent tout à fait logiques d'une femme qui a été gravement brûlée, qui dort, mais en fait qui faisait à manger quand elle s'est endormie et elle est tombée dans son feu. Elle est tombée sur son feu et elle est tombée au sol, donc elle a été brûlée. Euh, donc quelque part, vous voyez, je trouve qu'il y a quelques petites incohérences. C'est pas gravissime, c'est juste des trucs qui sont mentionnés, c'est une phrase ou deux qui se promènent par là. Mais je me suis dit, j'ai tiqué un peu, c'est pas grave. Et le truc que je trouve intéressant en fait, c'est que arrivé là-bas, ils sont tous les trois hyper mal à l'aise. Parce qu'ils se disent d'un côté, oh chouette, on a trouvé le truc. Enfin, on a sans doute trouvé le 10e royaume, où il y a on dit qu'il y a une princesse qui a été endormie, ou quelque chose comme ça. Et chacun va explorer un étage dans le château. Donc le chasseur va dans les cachots, Petra, elle est au rez-de-chaussée, et le prince, qui n'a pas de nom, pourquoi faire, le prince, il est au premier étage. Le prince trouve la princesse. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, justement, c'est que enfin, la princesse, elle est évidemment sublime, elle est magnifique. Petit truc un petit peu dégueu. Donc la princesse, elle a effectivement s'est endormie parce que elle s'est piquée à l'aiguille du rouet, mais elle perd du sang. En fait, goutte par goutte, elle est en train de se vider de son sang. On est sur de la magie, etc. Ce qui fait que quand ils arrivent, il y a du sang partout, par terre. C'est une flaque de sang qui a séché. C'est dégueulasse, ça doit puer. Et, mais et il y a aussi la rose qui est sous cloche qui est en train de se défaire. Et le prince, en la voyant, dit, elle est magnifique. Je veux l'embrasser, parce que c'est ce qui se dit en fait dans les contes, c'est que les princes doivent embrasser les princesses pour les réveiller ou des trucs comme ça. Et là, il y a Petra.
Non, tu vas pas le faire parce que en fait, on n'embrasse pas les filles qui dorment. Moi, si on m'embrasse et que je dormais, bah, je te mets un coup de poing dans le nez. Donc, il y a quelques phrases comme ça que je trouve plutôt saines, ma foi. Mais bon, qui sont plutôt saines, mais qui sont surtout très actuelles par rapport à l'époque des contes, etc. Et c'est pas... Non, mais je trouve que c'est sain de le préciser quand même, hein. On ne touche pas aux gens qui dorment. Il finit par l'embrasser, elle se réveille, tout est merveilleux et compagnie. Sauf que, on sait juste que le chasseur, il a vu des trucs pas cool du tout dans les cachots et qu'il est très méfiant, qu'il est vraiment pas à l'aise du tout. Euh, on découvre aussi l'existence du fameux loup et on se rend compte en fait qu'il y a toute une machination autour de la princesse, de cette jeune femme, qui est belle, magnifique, gentille, elle est aimée, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais, comme Blanche-Neige, Blanche-Neige en fait c'était la fille d'une femme normale, mais son père était une créature. Et en fait la princesse, c'est la fille d'un homme et d'une créature. Je vous dirai pas lesquels. Blanche-Neige, j'ai très peu de souvenirs de bouquins, mais j'ai pas le souvenir que ça avait une incidence particulière sur elle, à part peut-être qu'elle était un peu plus costaude, plus forte physiquement. La Belle au bois dormant, en fait, ça a une incidence sur elle, sur sa nature. C'est pas une femme, tout à fait. Ce qui fait que je vais pas en dire beaucoup plus, mais bah, peut-être qu'elle est pas si parfaite que ça. Peut-être que c'est pas complètement de sa faute non plus. Et j'ai trouvé ça bien foutu. Et quand il commence à se rendre compte en fait que toute la machination qui est autour d'elle, l'espèce de méfiance entre le Premier ministre, les conseillers, les rumeurs qu'ils entendent dans les rues et tout ça, et ben tout ça, il y a un fond de vérité et il y a vraiment un truc derrière. J'en dirai pas plus. Tout comme il y a un truc avec le fameux loup, et tout comme il y a un truc avec un autre personnage de conte qui est je sais pas le dire, Rumpelstiltskin, qui fait partie du conte aussi. Et là aussi où Cendrillon, donc Charme, m'avait étonnée. Là, je trouve que avec Beauté, on est plus à replonger dans les contes, dans ce qu'ils sont, dans le côté plus irrationnel, parce que ce sont des contes, donc un peu replonger dans les racines des bouquins, et lier différents trucs. Ça me fait vraiment penser à Once Upon a Time. Je dis pas que c'est une fanfiction ou un truc comme ça, hein, et je trouve que c'est bien foutu. Et il y a toujours un lien entre les différents contes et les différentes histoires qui ont été racontées, les différents livres. Même si le lien il est un petit peu ténu, mais il y a comme un passage de relais si vous voulez. Comme j'ai enchaîné Charme et Beauté, Charme j'ai mis quelques jours, mais Beauté j'ai tout lu aujourd'hui, ça se lit très vite, hein. Si vous voulez, c'est vraiment, vraiment, je pense, pour des gens qui n'ont pas envie de se fader une saga de 12 tomes de 450 pages chacun. Bah là, vous avez une trilogie qui fait 550 pages. Je l'ai eu à 3 euros et quelques, 3,50, je sais plus. Bon, la couverture, je la trouve particulièrement moche, mais l'intérieur est vraiment sympa. Il y a pas mal de dessins de ce genre. Je vous montre. Et tous les chapitres, en fait, si vous voulez, il y a des trucs comme ça et des lettrines. Et il y a souvent, en fait, un dessin sur la page d'avant. Donc, à l'intérieur, je le trouve beau. Et à l'extérieur, un petit peu trop clinquant. Mais je ne regrette absolument pas cette lecture. C'est une très bonne surprise. Elle a une très bonne plume. Je dirais au minimum, il faut avoir 16 ans pour les lire parce que c'est quand même assez sexualisé. Enfin, assez. Il y a une atmosphère. Cendrillon, elle est affamée, clairement. Mais en gros, s'il y a des personnages qui ont envie de se rouler dans les bras ou dans le foin, ils vont le faire. C'est pas forcément décrit de manière anatomique en long, en large et en travers. Tout comme les scènes de bagarre, de blessures, de... Bonne lecture, très bonne lecture. 16 voire 18 ans. Il y a quand même des passages en fait qui sont
un peu d'horrifique, je trouve, dans le dernier bouquin. Je vous dirai pas plus, mais au moins vous serez prévenus. Je commençais un peu à flipouiller, moi. Donc voilà. Donc très belle découverte. Je suis vraiment contente de d'avoir lu. Je vais regarder ce qu'elle a fait d'autre comme livre, parce que je pense que j'ai envie de la suivre, en fait. Je trouve ça intéressant. Et j'aimerais surtout voir si elle a pu écrire des bouquins qui sont un peu plus poussés que celui-là. Je sais pas du tout si c'est un livre qu'elle a écrit à ses débuts ou pas, ou peut-être qu'elle, elle a un côté un peu aller droit au but, entre guillemets, et un pas trop construire autour. Donc c'est ma petite frustration perso, mais je pense que c'est clairement une autrice que je vais suivre, je vais voir ce qu'elle fait d'autre. Je vous souhaite un très bon mercredi. La semaine prochaine, on va partir sur un book haul, à moins que j'ai le temps de lire des romances de Noël d'ici là, ce qui est possible que je puisse en lire d'ici là. Je sais quoi lire. Mais il y aura un book haul certainement, peut-être deux aussi pendant les vacances scolaires de Noël, Nouvel An. Et peut-être qu'à la rentrée, en janvier, on va repartir sur des bouquins qui font un peu voyager. J'ai envie de lire un petit peu autre chose, là, repartir peut-être sur de la littérature blanche ou historique. Je sais pas, on verra. Salut!